Question numéro 1. Comment garantir la sécurité maximale de nos données? Pour cette introduction, effectivement, il y a un cadre qui permet de gérer donc, cette donnée. Mais ce cadre-là doit être décliné donc, en termes de pratique, en termes de mécanismes donc, de protection de ces données, des données donc, dans les infrastructures. Et quand on parle de protection des données de façon globale, dans la sécurité informatique, on pense systématiquement donc, à la cryptographie. C'est la cryptographie qui est donc, la mesure reine qui permet de protéger les données. Je fais un clin d'œil effectivement à ceux qui travaillent donc, dans le domaine de la PKI. Donc, c'est la cryptographie qui permet de donner les mécanismes nécessaires à la sécurisation des données en termes de chiffrement, en termes donc, de hachage. Donc, le chiffrement, c'est les mécanismes qui permettent de rendre une donnée inintelligible pour quelqu'un qui n'a pas les crédentiels, qui n'a pas les clés qui permettent de le lire. Le déchiffrement, c'est avec des clés inversées souvent ou la même clé qui permet de déchiffrer pour rendre intelligible ce qui n'était pas intelligible parce qu'elle était chiffrée. Le hachage, c'est des mécanismes aussi qu'on utilise assez souvent pour protéger les données. C'est ce qu'on a, par exemple, quand on utilise un mot de passe. Quand je fais mon mot de passe, généralement, le mot de passe, il est haché. Haché, c'est pour donner une image, c'est l'image même de la viande hachée. Donc, je peux passer de la viande à la viande hachée, mais je ne peux pas passer de la viande hachée à la viande. Donc, je ne peux pas revenir en arrière. C'est une fonction, bon, en mathématiques, ce qu'on appelle une fonction irréversible que l'on utilise donc, pour permettre donc, de protéger les données. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de protéger les données, ce qu'on appelle l'anonymisation ou la pseudonymisation donc, de ces données. C'est des mécanismes qui sont utilisés généralement dans les données de santé, de sorte à pouvoir les rendre accessibles aux professionnels qui ont le besoin d'accéder à ces données et de façon rapide, sans passer par des mécanismes de chiffrement qui peuvent être assez lourdes donc, en termes de pratique. Donc, l'utilisation de ces mécanismes permettent donc, d'avoir une protection de ces données et puis un accès plus facile donc, à ces données. Au-delà de la cryptographie qui est effectivement un élément fondamental dans la protection de ces données, il y a tous les mécanismes qui sont utilisés dans la protection des réseaux et des infrastructures qui contribuent effectivement de façon fortement, donc de façon très forte donc, à la sécurité donc, des données. Tout ce qui est infrastructure de filtrage, hein, donc les firewalls, tout ce qui est mécanisme de contrôle d'accès, faire de sorte que la donnée ne soit accessible qu'à des personnes qui ont le besoin d'en connaître et voilà, de rendre, que les gens puissent montrer patte blanche avant d'accéder à la donnée. Il faudrait qu'on ait le besoin d'en connaître et pouvoir accéder à cette donnée. Les mécanismes de sauvegarde, hein, quand on suit l'actualité récente donc, des cyberattaques dont on a entendu, donc qui fait l'actualité, ben, les sauvegardes permettent effectivement de pouvoir faire de sorte que ces données ne soient pas perdues, qu'on puisse les préserver notamment. Et un volet qu'on oublie assez souvent, récemment, donc, j'audite donc, un client que j'accompagne depuis un certain nombre d'années, qui fait partie d'un très grand groupe, qui décommissionne donc un actif, un réseau social d'entreprise, qui l'arrête pour partir à autre chose. Mais il n'y a rien qui prévoit la gestion de cette fin de vie de ces données. Ce qui est important, parce qu'une donnée, on peut la conserver pendant X temps parce que l'actif existe. On met tous les mécanismes qui permettent de protéger, de préserver la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de cette donnée. Mais au moment du décommissionnement, s'il n'y a rien qui encadre cela, cette confidentialité peut être violée alors que la donnée peut être encore utile. Malheureusement, dans beaucoup d'entreprises, cet aspect est souvent très négligé. On décommissionne un serveur et puis bon, on jette et puis on oublie quoi. Alors qu'il y a encore énormément de données qui peuvent être encore dans les disques. On décommissionne souvent donc une imprimante, juste un exemple très simple. Une imprimante, c'est souvent toutes les imprimantes essentiellement aujourd'hui contiennent un disque dur qui stocke tout ce qui est imprimé, tout ce qui est scanné donc à travers ces imprimantes. Et généralement, quand on change l'imprimante, on oublie souvent donc d'enlever le disque dur, on oublie
de faire un décommissionnement donc sécurisé, et des mécanismes, ce qu'on appelle le DLP, qui est aujourd'hui la mesure phare, hein, donc en termes de cybersécurité, qui est le Data Prevention Loss, qui permet donc de protéger contre le vol de données. Pardon. Donc, des gens peuvent avoir légitimement accès à cette donnée, mais ils n'ont pas forcément la légitimité de transférer et de faire sortir cette donnée. Quand on est dans une entreprise, on a accès à ces données pour le besoin de notre travail. Quand on est médecin, on a accès aux données donc, de santé de nos différents patients, mais ce n'est pas pour autant qu'on ait le droit donc, de partager ces données. Imaginez par exemple une personnalité très très importante donc, dont les données de santé seraient divulguées. L'exemple que je donne assez souvent dans ce cadre, c'est par exemple le président Mitterrand lors de sa deuxième élection. Si les fuites, l'information de son cancer avait fuité, donc très probablement il n'aurait pas eu un second mandat. Et ça a été géré donc à un niveau très... Si les médecins qui le suivaient se permettaient de diffuser cette information-là, donc ça aurait pu avoir effectivement des conséquences assez importantes dans la vie politique française. Donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a accès à la donnée qu'on a le droit de diffuser cette donnée. Donc, mettre en place les mécanismes qui permettent de protéger contre le vol de données. La perte de données, c'est aussi des mécanismes de protection des données. Question numéro 2. Est-il encore pertinent de fonctionner sans stratégie cyber depuis 2022? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Effectivement, quand on n'a pas d'orientation, quand on n'a pas de direction, ben on ne fait que divaguer, quoi, tout simplement. Donc, il faudrait effectivement que, comme le dit effectivement le docteur, qu'il y ait une véritable agence qui s'occupe de la problématique de la cybersécurité, de l'IA et même de la donnée à caractère personnel, hein, parce que toutes ces choses-là, pour moi, ce sont des choses il y a une certaine cohérence à les mettre ensemble. Donc, il faudrait, à un moment donné, qu'il y ait une vraie autorité qui a les moyens qu'il faut et qui a les compétences et les capacités qu'il faut, qui donne une direction et veille à ce que cette direction-là soit respectée par tout le monde. En mettant l'accent sur, effectivement, les infrastructures critiques, à ne pas oublier donc le reste, et mettre en place des stratégies qui sont claires et claires. Voilà. Donc, c'est pas du tout possible de continuer à divaguer et à rester avec la situation actuelle. Sans autorité, ou une autorité vraiment avec des compétences et des possibilités très, très limitées en termes de capacité financière, en termes de responsabilité, en termes de capacité même, parfois donc le staff qui le compose, et puis sans une stratégie claire qui est actualisée par rapport donc aux réalités nouvelles. Question numéro 3. Mot de la fin? Merci beaucoup. J'en profite aussi pour répondre à quelques questions en même temps et je vais essayer de relever le défi. Bon, celui qui parlait donc de l'héritage des données qui pourraient venir donc des banques, comment il faut les sécuriser pour les réutiliser, c'est l'anonymisation. Il faut pas que vous preniez donc les données brutes, les utiliser donc dans le cadre de vos tests, de vos développements, ainsi de suite. Il y a des mécanismes qui permettent de le faire. À glisser, donc sur les stratégies, effectivement, malheureusement, on adosse un peu trop nos stratégies au régime politique. Ça, il faut que ça cesse. D'où la nécessité d'avoir une agence, effectivement, complètement indépendante, qui pourrait avoir, comme l'armée l'est aujourd'hui, avoir une continuité pour pouvoir pérenniser une stratégie de cybersécurité de façon beaucoup plus globale et qui ne dépend pas, effectivement, donc des changements, des alternances politiques. C'est ça qui est véritablement la clé. Donc, de sorte à pour la stratégie 2020, il faut forcément la dépoussiérer et puis la remettre au goût du jour, prendre en compte les nouvelles problématiques, à défaut de le repenser complètement, parce qu'il y avait beaucoup à redire donc, sur cette stratégie-là. La mutualisation, effectivement, sur la mutualisation. Je suis heureux d'entendre, effectivement, qu'il y a une agence qui est envisagée. Je ne sais pas, est-ce que le ministère est complètement autonome, indépendant pour pouvoir imposer cela, parce qu'il y a des partis quand même qui dépendent directement de la présidence, mais en tout cas, ce serait salutaire. Et moi, j'ajouterais donc à cette autorité-là la donnée à caractère personnel, parce que quand on traite l'IA, quand on traite les données à caractère personnel, forcément, on arrive à la cybersécurité. Donc, il y a une cohérence globale. Il faudrait que tout cela soit mis ensemble et éviter donc cette segmentation-là, ces petits trucs-là qui
sont en train de crouler, vous allez à la commission donc, des données à caractère personnel, ben, ils font un travail extraordinaire, mais ils sont en train de crouler donc, sous des dossiers, des demandes qu'ils ne peuvent pas traiter, avec du papier qu'on leur envoie, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Il faudrait mettre une cohérence et mettre de l'efficacité dans tout ça, de sorte à pouvoir sortir quelque chose de plus intéressant.